Bonjour, nous sommes sur une installation autonome que j'ai réalisée il y a maintenant une dizaine d'années à peu près. Le propriétaire nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Cette éolienne est une éolienne chinoise qui a été installée avec l'entreprise Élecologique, une précédente entreprise dont j'étais le gérant. On s'était fourni chez Eolution, une entreprise qui fait de l'import chinois, qui nous disait que cette éolienne faisait 2000 watts, allait fonctionner toute la vie et tout. On a eu pas mal de petits soucis au démarrage, on a eu des problèmes de mât, il a fallu qu'on refasse, on a eu des problèmes de pales, des problèmes de corrosion, de stabilité, tout un tas de choses. Donc on a été obligé de refaire un petit peu tout ça et puis de corriger un petit peu le fonctionnement électrique, notamment tout ce qui est régulateur ne correspondait pas. Et on a amélioré tout ça pour qu'elle dure et qu'elle fonctionne bien. Donc ça fait un petit moment qu'elle est en place déjà. Moi, il a fallu que je mette en œuvre un petit peu les différents équipements parce qu'à l'origine c'était une éolienne en 120 volts. On l'a passée en 24 puis en 48 volts pour faire des tests. Alors grosso modo c'est une éolienne qui n'est pas faite pour durer, mais en s'occupant de l'équilibrage des pales, de la peinture résinée et puis de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de rouille, on a réussi à faire durer dans le temps l'équipement tout en l'entretenant quasiment tous les ans. Le mât a été aussi refait, repensé, et puis la gestion électrique, au lieu de monter à 120 volts sur cette éolienne, eh bien on régule avant, donc on produit dès 48 volts, donc on n'attend pas d'avoir un vent très très fort pour produire, et donc on évite la casse, les vibrations, on préserve les roulements, et on s'est retrouvé avec quelque chose qui produit pas trop mal. On a installé en même temps un anémomètre dessus qui mémorise toutes les vitesses de vent pour pouvoir comparer un petit peu avec les différentes statistiques de la région et puis voir si ça correspondait avec les courbes du fabricant. Alors ça ne correspond pas vraiment, on est effectivement sur un modèle qui peut monter à 2000-2200 watts, mais il faut vraiment une tempête pour ça. Alors c'est une installation qu'on a voulu hybride, c'est-à-dire qu'on l'a couplée sur le même régulateur de charge avec des panneaux solaires qui sont sur le toit, qui sont de la même tension que l'éolienne. C'est-à-dire que quand il y a du soleil, les panneaux solaires guident l'éolienne dans sa production, c'est-à-dire que ça impose une tension, et ça permet au régulateur d'être prêt à produire, alors que quand c'est la nuit, il faut attendre qu'il y ait un petit peu de vent pour que le régulateur démarre et se mette à charger. Ce qui fait qu'on a des statistiques un petit peu qui ne sont pas journaliers, qui peuvent être sur... on peut avoir 10 jours de production sans s'arrêter. Mais c'est un compromis qui est correct parce que ça permet à l'installation d'être vraiment autonome, de ne pas avoir que la gestion du vent à faire. Et donc c'est pas vraiment intermittent, il y a toujours... Alors ici je crois qu'on a à peu près 400 watts de panneaux solaires pour 2000 watts d'éolienne, mais l'éolienne fait 300 ou 400 kWh par an, donc c'est à peu près, c'est comme si on avait une installation de 800 watts, mais sauf que c'est beaucoup plus étalé sur la production annuelle. Alors comme vous pouvez le voir, on a un bras de levage pour monter l'éolienne, on a les petites poules qui se baladent un petit peu, avec un treuil qui permet manuellement de baisser et de remonter l'éolienne. Donc elle a un mât qui n'est pas autoporté mais qui est quand même assez rigide et qui est aubané sur 4 tronçons à peu près. Voilà, donc on a la chance, elle tourne aujourd'hui, elle doit produire là déjà. Elle est relativement stable, contrairement à avant où on avait des pales déséquilibrées. En usine, ces éoliennes-là ne sont pas du tout prévues pour être montées directement, il faut faire tout un protocole de mise en service. Bon, ce mât est basculant, lorsqu'on le bascule, on met une autre pièce plus loin pour retenir le mât, parce qu'il est quand même assez lourd. Et pour éviter qu'on fasse tout à la main, parce que ça peut être problématique, on utilise un treuil avec un câble inox et puis on accroche à un véhicule et on se sert de l'attelage pour retenir le mât. C'est plus pratique que de faire à la main, mais à la main c'est possible. Alors nous avons ici le parc batterie qui au départ était de 10 batteries pour faire du 120 volts, mais on a eu 2 batteries qui sont tombées en panne dès le début. Et ça tombe bien parce qu'on voulait passer en 48 volts. Ça nous a permis de financer un petit peu, parce qu'il y a 2 batteries qui sont parties en garantie. Donc c'est des batteries qu'on appelle à décharge lente, en fait ce sont des plaques planes fines à l'intérieur, c'est un peu l'entrée de gamme des batteries qu'on dirait solaires. On est en liquide acide, donc c'est des batteries qui ne sont pas faites pour durer plus de 8 ans. Bon là on les a quand même fait durer un moment, elles ont été surveillées régulièrement au pèse acide, en tension, en niveau. Donc là je vais le refaire parce qu'elle semble morte d'après le client, donc je vais faire un contrôle de batterie. Et on va voir si, alors je ne vais pas vous le montrer, je vais le faire avec mon client, on va voir s'il y a besoin de changer les batteries. Alors sur cette installation, on a un régulateur qui est ici, qui est en fait un redresseur, qui passe de l'alternatif au continu. Et une fois que ce redresseur a fait son travail, on passe sur un régulateur MPPT, le blanc qui est là, que vous commencez à connaître dans mes vidéos. Donc là, on est à
50 volts en entrée. Voilà, et on produit 60 watts à peu près. Ce régulateur a une limite de fonctionnement de 150 volts, donc pour éviter qu'il se détruise, j'ai mis un limiteur de tension ici, hein, c'est le HUH, je ne sais pas si on voit, hop, de chez Cruiset, je crois que Steben le fait aussi, c'est un appareil qui vaut assez cher, sur lequel on met des seuils de fonctionnement. Et cet appareil enclenche un contacteur ici en 48 volts qui permet, j'ai 2 prises de courant ici, qui permet de brancher des projecteurs halogènes et des radiateurs. Donc en gros, c'est un couplage triphasé qui permet de prendre l'énergie de l'éolienne avant le redresseur. Et ça fait, quand l'éolienne tourne très fort, ben, ça fait des à-coups de lumière, c'est-à-dire on voit des flashs. Parce qu'au moment où ça s'allume, ça freine l'éolienne, bien évidemment. Donc ça arrive quand les batteries sont chargées, ou quand il y a vraiment trop de vent et que le régulateur n'a pas eu le temps de faire son travail. Alors juste à côté, on a un onduleur en 48 volts qui permet de gérer l'autonomie de l'installation. Donc on a dans la maison, là-bas, des inverseurs de source dans le coffret électrique qui permettent de passer d'EDF à l'autonome. Donc tout ça, c'est une installation un peu ancienne, hein. On a fait un petit peu de manière... c'est même... comment dire, le client a participé, et puis moi j'ai fait... c'était le début de mes installations, donc c'est déjà très technique, mais au niveau esthétique, c'est un peu moyen. Bon, on a fait en fonction du budget. Donc là, bah, on a le contrôleur batterie qui est dessus, il va nous donner toutes les statistiques. Je vais vérifier ça tout à l'heure, mais ça va me permettre de faire le diagnostic des batteries. Donc on est descendu à 36,80 au minimum, ce qui est très bas. On est monté à 60,63, ce qui est à peine assez. Donc on va peut-être faire une charge d'égalisation pour le coup. Et puis les différentes statistiques nous disent que la dernière décharge est de 151 ampères-heure, ce qui me paraît un peu faible. Parce qu'ici, on est normalement en 400 ampères-heure 48 volts sur 120 heures. Alors cet appareil fait un test de batterie rapide. En fait, il vérifie la tension de la batterie et il simule une décharge assez faible, de moins de 1 volt. Ça lui permet de calculer la résistance interne de la batterie, si le courant passe bien à l'intérieur, et si le courant maximum de décharge est assez élevé. C'est-à-dire que, admettons, pour 1 volt, si la batterie actuellement elle est à 13 volts, il peut accepter de la décharger jusqu'à 10 volts. Il fait un petit produit en croix, on va dire, et ça lui permet de connaître le courant maximum avant que la batterie soit trop basse en tension. C'est plutôt fait pour les batteries de démarrage, mais c'est un bon indicateur pour tout l'ensemble des batteries pour voir leur état. Alors nous avons interverti des batteries. J'ai noté dessus des petites croix blanches pour identifier les batteries qui sont les plus faibles, ce que j'ai fait avec le petit testeur de batterie jaune qu'il y a là, vous savez, comme tout à l'heure. Et ça a permis de les mettre ensemble. Et là, j'ai mis des chargeurs dessus parce que j'avais 2 batteries vraiment très critiques et pour être sûr qu'elles montent bien en égalisation. Mais là, au premier constat, il me semble qu'il y a quand même 1 ou 2 batteries complètement mortes. On va quand même lancer la charge d'égalisation sur l'ensemble et peut-être qu'on enlèvera 4 batteries et elles iront au plomb et ça prolongera comme ça. Et si vraiment il veut investir d'autres batteries, il le fera. Donc voilà, dans le coffret électrique, on a 2 différents inverseurs de source qui sont là. Ça ressemble à des disjoncteurs, mais dans une position, c'est connecté sur la maison. Dans l'autre connexion, dans l'autre position, c'est connecté sur EDF, pardon, sur l'éolienne ou sur EDF, avec un compteur d'énergie, on voit pas très bien. Jean-Bernard, l'éolienne qui est là, elle est là depuis 2008, voilà. C'est une éolienne chinoise qui a demandé beaucoup de travail, parce qu'au début, il y avait des problèmes d'équilibre des pales, parce que bon... elle prenait l'humidité. Donc il a fallu beaucoup de temps. Et si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'effectivement, il était très important que les pales soient bien équilibrées pour pas que l'éolienne travaille, enfin, soit fatigue. Donc 12 ans, c'est quand même pas mal. Il a fallu trouver une peinture spéciale qui résiste aux intempéries. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est une peinture marine. C'est ça qui est le plus efficace. La peinture qu'on utilise pour la coque des bateaux. Ouais. Et ça tient très bien. Alors, l'éolien, ça, je peux dire que par expérience maintenant, parce que ça fait quand même 12 ans, c'est le côté écologique qui est intéressant, c'est-à-dire pouvoir fournir son courant. Mais au niveau économique, par rapport à l'investissement, j'ai fait le calcul pour amortir par rapport à ce qu'elle rapporte, il faut 200 ans. Ouais. Voilà. Donc, on est au-dessus des arbres. Bon, c'est vrai aussi que quand elle était à 12 mètres,
C'était pas une éolienne, c'était une girouette. Hein, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'arbres autour, effectivement, à chaque fois qu'il y avait un vent contraire, l'éolienne se mettait à l'envers. Le temps qu'elle se remette en énergie, il y avait beaucoup de pertes. Après, je l'ai montée à 15 mètres. Et à 15 mètres, effectivement, j'ai évalué à peu près 30% de rentabilité supplémentaire. Et à 15 mètres, elle est beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Tu la descends tous les ans? Ah non, non, non. Au début, je la descendais tous les ans, oui, à peu près, pour entretenir les pales. Mais depuis que j'ai réussi à bien équilibrer les pales, ce qui est assez compliqué, parce qu'il y a 3 opérations à faire. Et depuis que j'ai trouvé la peinture, eh bien, pratiquement, je l'ai descendue là pour réparer la queue, mais j'étais 4 ans sans la descendre. Oui. Donc c'est vrai que les pales soient bien étanches, c'est très important. Et là aujourd'hui c'est les batteries. Oui, aujourd'hui, c'est les batteries, mais elles ont 12 ans. Ouais. C'est quand même 12 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Alors c'est vrai aussi que je les ai jamais, comment dirais-je, disons dès qu'elles arrivaient à 60-70%, on basculait sur le DF, Ouais. c'est-à-dire qu'on les a jamais vraiment beaucoup sollicités. Hein, voilà. Donc, mais bon, elle fait partie du paysage. Et quand je la descends, les voisins disent tiens, ça y est, elle est en panne. Donc elle fait partie du paysage. D'éoliens, on en voyait beaucoup à une époque, maintenant on n'en voit plus, pratiquement plus, ou celles qui existent ne tournent plus, Ouais. souvent pour des problèmes électriques. Mais Guillaume, impeccable. Depuis que Guillaume a fait toute une installation assez complexe, je n'ai jamais eu de problème. En particulier, les problèmes de surtension quand il y a des tempêtes. C'est-à-dire qu'en principe, quand il y a des tempêtes, arrivé à une certaine vitesse, la queue doit se replier. Ouais. Je l'ai vu 2 fois en 12 ans. Donc effectivement, il y avait quand même des risques électriques. Et Guillaume a fait tout un système de délestage qui fait que quand l'éolienne dépasse un certain seuil, il y a un appareil qui déclenche des projecteurs et qui tire l'énergie pour ralentir l'éolienne. Alors dans ces moments-là, dans le bâtiment, c'est Versailles, c'est-à-dire mais ça dure quelques secondes. Alors c'est vrai que depuis que j'ai l'éolien, comme le photovoltaïque, je notais les consommations, je notais les productions, donc j'ai des graphiques sur plusieurs années, c'est quand même intéressant. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai mis l'éolienne, j'avais vu Guillaume m'a dit ouais, si tu mets une éolienne, ce serait bien que tu mettes de photovoltaïque. Bon, moi je ne voulais pas au départ. Donc j'ai gardé l'éolien, je passais autant de temps à charger les batteries avec des chargeurs de voiture, parce qu'en fait l'éolien, quand il pleut, quand il n'y a pas de vent, ben, ça ne charge pas. Donc après Guillaume m'a conseillé de mettre 4 panneaux photovoltaïques, et ça c'était super, parce que quand l'éolien ne produit pas, c'est le photovoltaïque et vice versa. C'est-à-dire que quand on prend les graphiques, l'éolien produit surtout l'hiver, et le photovoltaïque surtout l'été. Donc c'est bien, ça se complète très bien. Voilà. Donc les conseils de Guillaume sont très importants. Sinon, il y a longtemps qu'elle serait morte. Ouais. Voilà. L'équilibrage des pales. Ah, alors c'est toute une technique. Alors la première technique, on pèse les pales une par une et on voit la différence. Donc par exemple, si une pale, il manque 5 grammes, bon, déjà on sait qu'il faut mettre 5 grammes pour équilibrer. Parce que si on n'équilibre pas, eh ben, ça fait comme les roues d'une voiture. C'est-à-dire quand une roue de voiture n'est pas équilibrée, le volant il vibre. Eh ben, pour les pales c'est pareil. Si elles ne sont pas équilibrées, le mât il va vibrer. Et donc ça abîme les roulements, etc. Donc un coup qu'on a trouvé les 5 grammes, après, mais où mettre les 5 grammes? Est-ce qu'on les met au début de la pale ou au bout de la pale? Alors à ce moment-là, il faut faire un point d'équilibre. C'est-à-dire, on prend par exemple un morceau de bois ou un tube, on met la pale dessus, et le point d'équilibre, c'est entre le bout et là où c'est en équilibre. Donc ça nous donne une distance. Donc déjà, ça nous dit où est-ce qu'il faut mettre la charge. Est-ce qu'il faut la mettre à droite ou à gauche par rapport au point d'équilibre? Ça, c'est une chose. Et la troisième chose, le point de masse. Vous prenez la pale, vous prenez une planche, vous mettez 2 pointes. Vous mettez le bout de la pale sur les 2 pointes. Et ensuite, vous mettez la balance à l'autre bout de la pale. Ça vous donne un poids sur les 3 éoliennes.
Alors ça nous permet de voir si c'est bien équilibré. Alors c'est vrai que quand les trois choses, les trois techniques sont assez proches, bon la pâle elle est nickel. On n'arrivera jamais à voir à 100%. Au début, quand l'importateur, je lui dis que les pales prenaient l'eau, il s'est foutu de ma gueule. Donc on ne pouvait pas y toucher, elles étaient garanties. Et après, dès que ça n'a pas été garanti, j'ai enlevé les pales. Et effectivement, j'ai vu qu'ils prenaient l'eau. Donc là, la peinture est extrêmement importante. Il faut avoir une peinture qui résiste au vent, qui résiste à l'eau. Ouais, c'est une installation mixte, Ouais. même plus que mixte, puisque tu as pompe à chaleur, bois et fuel. Une vieille chaudière fuel, Oui, là, cheminée, c'est ça. ouais. Chaudière fuel de petite taille, mais qui te sert quand il fait bien froid. Tu coupes la pompe à chaleur et le bois, c'est de l'appoint, parce que c'est plutôt de l'agrément. Ouais. C'est pas un insert, c'est juste une cheminée Ah, ouverte. non, c'est un récupérateur. C'est un récupérateur. Voilà. Puis ça, c'est une pompe à chaleur qui fait l'eau chaude aussi, je crois. Non. Non, pas Non. celle-là. Non. Elle a juste un ballon qui régule à 50 degrés ou 55. J'avais au C'est début un ballon, mais j'ai arrêté. Elle est faite avec quoi ton eau chaude ici? Maintenant, c'est l'électricité. C'est l'électricité. Ouais, D'accord. ouais. Puis tu compenses avec ta Et- production et- électrique photovoltaïque. Parce que t'as un thermomètre qui mesure la température extérieure. Et en dessous de 4 degrés extérieurs, c'est ça? Ouais, et La là, pompe à chaleur se coupe et la chaudière fuel se démarre? Non, la pompe à chaleur continue. Là, on est à 4,5 degrés. Et si tu mets la consigne au-dessus, voilà, et là, ça a tu enclenché la chaudière fuel. C'est ça. Et donc, quand la chaudière fuel fait suffisamment de chaleur, la pompe à chaleur s'arrête, elle. Ouais. Donc là, ça commande que la chaudière non. fuel. Donc là, elle a démarré artificiellement. Donc là, il va remettre à 4 degrés, parce que 8 degrés, c'est pas... C'est ça. Et donc là, la pompe à chaleur fait le reste. En fuel, j'ai consommé 80 litres de fuel. 80 litres de fuel. En une année, En une année. je consomme à peu près 200 à 250 litres de fuel. Au lieu des 1000... Parce que la pompe à C'était 1005 chaleur, avant. arrivée à plus on se rapproche de zéro, c'est plus une pompe à chaleur, c'est une résistance électrique Bah qui oui. se met en route. Il se met en Donc, délivrage. et la chaudière fuel travaille quand il fait très froid. Ouais. La cheminée n'est pas capable de mettre le chauffage à température. Par contre, quand on a la température qui a été atteinte Ouais. et on met la cheminée va maintenir la température. Ouais. Et puis tu as des radiateurs fonte à l'intérieur et des murs chauffants. Quand j'aurais fait mon isolation, c'est-à-dire que c'est une maison qui est de 75. Donc dans le temps, il y avait le parpaing, on mettait des chevrons de 8 cm tous les 40 cm, et entre les chevrons, on mettait de la laine de verre, et après du placo-plâtre. Donc au niveau énergétique, c'est pas terrible. Donc, comme ma maison a 40 ans, je suis dans la rénovation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout cassé. Donc j'avais accès directement au parpaing. Ensuite, j'ai mis des parpaings de chanvre. C'est des parpaings de chanvre que j'ai fixés sur le mur, collés sur le mur. Et ensuite, je me suis dit, je vais faire un mur chauffant. Je vais faire une expérience de mur chauffant. Donc après, quand j'avais mis mes parpaings de chanvre, j'ai fait un serpentin de cuivre que j'ai fixé dessus, sur le chanvre. Et ensuite, j'ai fait un torchis d'argile pour couvrir le cuivre. Et ensuite, j'ai fait un enduit d'argile avec du lin. D'accord. Et le mur, il est chaud.